Ça va et toi? Merci pour l'invitation. De rien. C'était la Par route. contre, je ne connais rien du programme. Et à mon avis, je pense que je vais te laisser le volant. Très bien. Puis on va dessiner tout ça. Allez, en route. En route, alors bon, il va falloir que tu prennes un peu tes marques. Je te parle pas d'une conduite, mais plus d'une expérience de vie. Donc, je sais pas où tu m'emmènes, mais je vais essayer de jouer le copilote quand même. Bon, on va essayer d'aller faire un petit tour de 3 emplettes à la fruitière, histoire de vous faire découvrir des produits locaux. Et puis après, on ira trouver un endroit pour camper près de la montagne pour que demain on puisse aller découvrir un peu tout ça. Ton rapport au Beaufortain, parce que t'es pas originaire d'ici, on te connaît dans ton vignoble du Beaujolais. Finalement, il y a un partenariat qui est tissé entre le Beaufortain et toi, et ça part de quoi? Bon, en fait, ça part que pour moi, le Beaufortain, c'est un superbe terrain de jeu. C'est un endroit où, voilà, effectivement, je suis souvent dans le Beaujolais, mais j'aime bien pouvoir me rendre en montagne pour m'entraîner, on va dire, de manière un petit peu plus longue, avec du dénivelé, sur des sentiers qui ressemblent vraiment, on va dire, au trail que j'aime faire et que je réalise. On a l'impression ici qu'il se passe quelque chose d'assez unique. Bah, c'est un petit écrin, c'est au milieu entre, on va dire, effectivement, entre les stations de la Haute-Savoie et les stations de la Savoie. Finalement, on est un petit peu au cœur de tout ça et dans un territoire qui pour moi a su garder, on va dire, un côté un petit peu authentique et sauvage. Et puis voilà, on va essayer de voir ça là pendant ces 2 jours, vous montrer un petit peu toute la beauté des lieux. Il y a aussi une partie du parcours de la TDS qui est empruntée par les coureurs sur le Beaufortin. Ils passent juste en dessous de la crête des gîtes là, et puis après ils tournent un petit peu à gauche et ils arrivent justement dans la gîte là-haut. TDS, c'est un parcours que tu n'as encore pas exploré de l'UTMB? Bah, en course, non, c'est un parcours que j'ai jamais eu l'occasion d'explorer, de tester. C'est un format qui t'intéresse? Ouais, c'est sûr que c'est un format qui m'intéresse. Après, c'est vrai que pour l'instant, l'UTMB c'était un petit peu la course phare que j'avais envie vraiment d'accomplir et puis de faire, on va dire, dans son intégralité. Mais pour m'entraîner, souvent, c'est peut-être même des fois plus sur le parcours de la TDS qui est peut-être un petit peu plus, on va dire, sauvage et moins arpenté que je m'entraîne et que je m'amuse à la journée. Et justement, en fait, ce qui est assez sympa et rigolo finalement, tu as quand même vécu deux victoires sur l'UTMB, 2 UTMB complètement différents l'un de l'autre. Et nous, on a encore été un peu plus loin. On a été faire un petit tour dans les coulisses de l'UTMB et surtout de mettre le focus sur les bénévoles. Ce que je te propose, c'est de continuer à aller la route vers Beaufort et puis nous, on va aller faire un petit tour auprès de l'organisation. Allons-y. 6, 7, 3, 2, 1. Vous le faites couper à Champex, vous leur dites que vous avez abandonné à la folie et comme ça eux, ils feront une procédure et on sera clean avec vous. Voilà, on fait comme ça? Non. Je vous remercie, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et de récupérer et dommage, désolé pour vous. Les abandons normalement ils sont gérés par les chefs de poste. Les coureurs ont une consigne comme quoi ils doivent quand ils abandonnent se faire checker par le chef de poste là où ils abandonnent. Bon, pour autant, quand ils sont fatigués, etc., ils n'ont pas forcément la lucidité. Ils repartent, puis 300 mètres après, il y a maman, la copine, etc. Ils ont un coup de moins bien, ils s'arrêtent, ils montent dans la voiture. Et donc, notre difficulté à nous, c'est que les gens appellent comme ça et il faut qu'on puisse récupérer le maximum d'infos pour être sûr qu'ils sont en sécurité, déjà, qu'ils savent bien où ils sont. Et puis ensuite, on essaie de leur donner les consignes pour qu'ils aillent se faire checker quand même. En cas de pleuropépin, on fait appel au PC Secours, à la régulation médicale. On leur donne un premier bilan de l'état du coureur et c'est eux qui après prennent avec nous la décision d'arrêter ou pas le coureur et puis de l'évacuer selon les moyens disponibles et possibles suivant où on est. Là, on est en train de gérer des secours sur la partie CCC et en train de préparer que toutes les ressources humaines et matérielles sur la partie UTMB sont bien prêtes. Le nombre global de bénévoles, au final 2000 sur un événement qui a lieu tous les ans. Il y a assez peu d'événements, je pense, qui arrivent à mobiliser autant de bénévoles.
Et on a un bon 2/3 de bénévoles qui reviennent d'une année sur l'autre, parce que je pense qu'ils y trouvent une ambiance et ils réussissent à s'approprier l'événement. Je trouve que c'est sympa, surtout au niveau des rencontres qu'on peut faire. C'est vraiment, hier j'ai descendu quelqu'un qui était un peu pas bien, parce que je suis infirmière de formation. Et vraiment, c'est très enrichissant. C'est vraiment, voilà, c'est des choses qu'on ne voit pas autrement. On est là, on est à leur écoute, voilà, on fait un sourire, on dit bon courage. C'est aussi ça quoi, c'est aussi la vie entre bénévoles et ça c'est top. Le rassemblement des gens et puis essayer cette convivialité qui existe, et je pense que c'est quelque chose d'important. Ici, particulièrement, cette concentration d'athlètes, de public, de spectateurs et de plein de monde autour, c'est quelque chose de très important. Ouais. C'est à la fois faire plaisir aux gens, essayer de faire monter la pression, et en même temps respecter un peu tout ce protocole et essayer d'éviter les débordements. La démarche à suivre pour devenir bénévole à l'UTMB, c'est laquelle ? C'est super simple en fait, on a une rubrique sur notre site internet et à partir du mois de mai, début mai, les inscriptions ouvrent. En général, on a beaucoup de gens qui sont disponibles le week-end, plus que nos besoins, donc là ça peut arriver qu'on refuse du monde. C'est bluffant, c'est-à-dire qu'il y a une équipe professionnelle énorme, avec des gens très expérimentés, beaucoup d'anesthésistes, des gens qui ont l'habitude d'intervenir rapidement sur des sites, et des supports techniques, des hélicoptères, du matériel héliporté, des choses formidables. Donc c'est vrai que c'est à la hauteur de l'UTMB, c'est une course extraordinaire, c'est une organisation extraordinaire de ce fait-là, avec une équipe performante, et il y a un gros suivi médical quand même sur cette course-là, et c'est pas, les coureurs sont vraiment pas laissés à l'abandon. Je vais m'entraîner à donner l'onction à tous ces coureurs. Je vais leur dire c'est bon, il fait beau, il fait chaud, vous pouvez y aller, mais faites attention. On va prendre un bœuf neutre. On va bien se placer. J'ai quand même mis des sardines. J'ai quand même mis des sardines. Il faut que je trouve entre deux bouses de vache. Mais c'est quand même aussi un produit local. Comme souvent. Non, du coup je dors à l'hôtel, mais exceptionnellement. Non, moi j'essaie quand c'est possible de camper un peu, effectivement. Soit camper, soit dormir un petit peu dans les refuges. Mais en famille, c'est vrai que c'est souvent plus pratique de camper parce qu'on se pose un peu où on veut, ou en basse vallée. Et puis c'est marrant de se retrouver un peu tous ensemble. C'est quand même rigolo de te voir reprendre ton sérieux comme ça une fois que ta tente est terminée. Bon François, on va laisser l'honneur de craquer la première. Comme ça, si le feu part pas finalement. On dirait que c'est toi. Ouais. C'est quand même un peu difficile de ne pas être autour de produits régionaux du Beaufortin sans passer par ta cuvée. Tout à fait. Puis bon, c'est vrai qu'une petite soirée autour du feu, comme ça en montagne, sans boire un verre de vin, ça aurait été quand même dommage. Tu peux nous parler un petit peu du domaine de Germain ? Et le domaine du Germain, c'est le nom qu'on a donné à la petite exploitation qu'on a repris il y a 4 ans avec ma femme dans le Beaujolais. Donc à Saint-Julien, à côté de Villefranche-sur-Saône. C'est un petit domaine de maintenant à peu près 4 hectares et demi, avec du Beaujolais village, du moulin à vent et puis un petit peu de tennis. Donc voilà, qu'on essaie de faire à deux, à notre façon, de faire évoluer un petit peu depuis plusieurs années. Et donc là on est sur une cuvée 2014, on va essayer d'en goûter plusieurs. Donc, tu vas t'adonner aux joies du découpage de pommes de terre. Et puis moi je vais passer sur le lard et les oignons.
Je sais que c'est pas toujours évident d'être confronté au milieu des médias, du journalisme, etc. Et c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait quand même être sympa d'aller te poser quelques questions un peu atypiques. J'aimerais savoir ce dont tu rêvais le plus quand tu étais gamin. Ouais, je rêvais d'aventure. Tu rêvais d'aventure? Et tu penses que c'est quelque chose qui est réalisé aujourd'hui? C'est quelque chose qui se nourrit en permanence en fait. Une aventure appelle une autre aventure, qui appelle une autre aventure. Ton principal défaut? Je pense que je suis pas très patient avec certaines choses. Je peux être très patient avec certaines choses, mais avec d'autres choses, je suis pas très patient. C'est-à-dire? Ouais, notamment, on va dire la mécanique, l'informatique ou l'électronique, quoi. Ouais. Les choses qui marchent pas. La cuisine, ça alors va? Qui devraient marcher. Non, ça va. T'es patient? Je posais mon couteau. Ta plus belle victoire? On va dire peut-être la deuxième fois que j'ai gagné l'UTMB l'an passé, c'était un super moment parce que c'était la première course que je gagnais où il y avait vraiment, on va dire, ma femme et ma fille à l'arrivée. C'était un super bon moment sur le plan sportif. Ton point de vue concernant l'arrivée éventuelle de la fédération au sein du trail? Mitigé. Mitigé? C'est-à-dire? Je pense qu'il y a des bons côtés comme des mauvais. Je pense que ça peut apporter certaines choses si ça peut être bien fait. Je pense que voilà, le rôle d'une fédération est merveilleux à la base et il y a plein de choses qui se passent bien. Après le trail, voilà, c'est un autre environnement, on évolue dans d'autres endroits, c'est des temps de course qui sont quand même un petit peu autres. C'est une manière de gérer, une manière de courir. Ça se rapproche aussi quand même de beaucoup des valeurs de l'alpinisme qui sont quand même pas les valeurs de l'athlétisme. Bien sûr. Et je pense que pour moi c'est quand même un gros mix entre les deux, qu'on soit en montagne ou pas, mais le fait d'évoluer dans un milieu naturel, dans des conditions qui peuvent être un petit peu différentes, pour moi ça s'éloigne quand même de l'athlétisme sur pas mal de choses. Alors que oui, que la fédération d'athlétisme, ce soit elle qui soit sans doute la plus proche de ce sport, pourquoi pas, j'ai aucun problème là-dessus, mais par contre il faut vraiment prendre en compte, on va dire, ce côté unique de ce sport et essayer de le construire de cette façon-là. Ton péché mignon? Je pense que c'est ce côté un petit peu épicurien qui ressort, le fait de ne pas pouvoir dire non à fait d'un bon repas, un verre de vin entre copains ou des choses comme ça. Et je sais pas si c'est un péché mignon, mais c'est vrai que j'aime bien m'asseoir au bord d'une bonne table et j'ai du mal à refuser une petite invitation ou un coup à boire, quoi. D'accord. Et enfin, pour terminer, ton rêve le plus fou? J'ai toujours été attiré vraiment par la neige et le rêve le plus fou serait peut-être, je sais pas, de passer un hiver ou un très long moment entièrement dans la neige, quoi. Se lever le matin en se disant que il y a 2 mètres de neige et de pas regarder par la fenêtre toute la nuit pour savoir si elle va fondre ou si elle va rester, quoi. Et avant qu'on passe à la cuisson, je vais en rajouter une petite dernière quand même, sur ta plus grande fierté aujourd'hui. Ce dont je suis le plus fier aujourd'hui, cette famille que j'ai un petit peu autour de moi et qui me procure vraiment beaucoup de bonheur et puis on va dire un côté social que j'apprécie énormément, quoi. Alors après c'est pas ma fierté parce que c'est pas moi qui ai fait ma famille, Bien mais sûr. c'est tout un ensemble de choses, quoi. On va construire ensemble, mais c'est quelque chose qui est très important pour moi, donc je suis assez fier. Le café est prêt. C'est une bonne nouvelle. François, je vois que tu as quand même un train d'avance. On remballe tout de suite. Mon programme du matin. On va monter un petit peu dans la gorge là-bas. Ouais. Et puis on va essayer de déboucher un peu aux alentours du col du Bonhomme. On va voir où c'est que c'est un peu levé. Et puis on va essayer de regarder un peu. De donner une idée du panorama.
Moi j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton arrivée dans le sport, revenir peut-être depuis ton enfance. J'ai toujours été dans un club d'athlétisme à Novalaise, en Savoie. Quand on est petit, quand on a une dizaine d'années, qu'on arrive à courir 7-8 km, on a déjà l'impression de faire un truc énorme. Ouais, bien sûr. Et donc moi ça me plaisait beaucoup. Et puis après ce côté, je me suis tourné vers le trail, c'est plus au lycée, quoi, plus entre 16 et 18 ans. Les copains ont commencé à avoir le permis, puis j'ai eu le permis, qu'on a eu la possibilité de sortir un peu des sentiers battus, d'aller où on voulait en montagne entre copains. Et là, je me suis vraiment rendu compte que c'était vraiment dans ce terrain-là que je prenais le plus de plaisir et que je m'amusais le mieux et que finalement retourner autour de la piste et sur les entraînements classiques, c'était super parce que j'avais tout mon groupe de potes qui étaient là-bas, mais qu'en fait le terrain en lui-même me faisait moins rêver, je prenais moins de plaisir là-bas. En 2006, c'était cette inscription sur le Tour des Glaciers de la Vanoise, on est parti donc à deux. Arrivé au col de la Vanoise, donc c'est la première grosse difficulté, c'est vrai qu'on était, on devait être 7, 8e, 9e. Et puis petit à petit, en passant les refuges, tous les ravitaillements sont que dans les refuges, quoi. Donc c'est une chose je trouve ça sympa, ça va partir très logique. Et à chaque refuge, on avait gagné une place, 2 places, 3 places. Finalement, on s'est retrouvé, 2e, 3e, 4e. Et puis là, du coup, mon collègue est un petit peu moins bien, il me dit vas-y, essaie de t'amuser, voir si tu peux faire le premier, de toute façon on se retrouve tout à l'heure. S'amuser vraiment, quoi. Donc du coup je suis parti et puis petit à petit je suis remonté, je suis revenu sur le premier que j'ai ensuite dépassé. Et puis la fin de course ça a été un peu dur, j'avais des crampes, des chauds, tout ça, mais j'étais tellement dans l'euphorie de gagner cette course, j'avais même pas imaginé une seconde dans ma tête pouvoir être aux avant-postes. Et du coup j'ai gagné c'était un effort d'un peu plus de 8h ou 8h20 je crois. Et pour moi c'était un peu la folie, c'était la 2e ou la 3e édition, c'était Dawa Sharpa qui avait gagné les premières éditions. Pour moi c'était juste un peu bizarre, quoi. Et donc c'était mon premier podium. Il y a 2 aventures, il y a l'aventure de ceux qui sont dans le SAS, on va dire d'élite, au départ de l'UTMB ou au départ de n'importe quel ultra. Et il y a ceux qui sont en arrière-poste et qui vont mettre presque le double de ce que tu mets toi. Est-ce que tu penses à un moment à ces gens-là, au moment de passer la ligne d'arrivée? C'est une chose à laquelle on pense tout le temps. De toute façon, déjà, ces personnes-là dont on parle, pour moi, je me sens très proche d'eux parce que c'est avec eux que je m'entraîne. C'est un peu admirable pour les gens qui mettent 35 heures, 40 heures, ou faire diagonale les fouilles, il y en a qui mettent jusqu'à 60 heures pour rallier l'arrivée. Alors c'est sûr, ils ont fait plus de pauses, il y en a qui se sont arrêtés, qui se sont fait masser, qui se sont bouchés. Mais n'empêche que ces 60 heures, c'est un nombre d'heures sans dormir, et puis c'est un nombre d'heures dehors, et puis c'est des gens qui sont moins entraînés, qui ont moins de facilité que nous, qui se connaissent peut-être aussi moins que nous. Donc voilà, c'est un effort qui est impressionnant. La seule fois que j'ai couru plus de 30 heures, c'était pour un défi par ici, là, on a suivi le GR5, on a couru 37 heures. Et c'est vrai que c'est pas la même démarche, c'est pas le même effort, mais on court pas de la même façon non plus. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose de différent, quoi. C'est assez rigolo parce que la partie nutrition est quand même une partie qui est abordée très régulièrement dans le monde du trail. Il y a un peu de tout, on entend pas mal de choses. Et moi j'aimerais bien connaître ta position. Quand on fait une journée comme aujourd'hui où on va aller marcher longtemps ce matin, qu'on va courir cet après-midi, c'est pas de boire un verre de vin le midi avec un repas savoyard qui va nous faire mal, je pense. Et au jour d'aujourd'hui, j'aime manger de tout. Voilà, c'est pas pour ça que je mange pas équilibré, c'est pas pour ça que à l'approche des courses, je fais pas peut-être un petit peu plus attention que ces choses-là, mais après au long de l'année, je pense qu'il y a toujours un moment où on peut arriver à manger ce qu'on a envie de manger de manière logique, quoi. Alors il y a un coureur que tu dois forcément connaître et côtoyer de par ta discipline, qui s'appelle Scott Jurek. Et Sylvain est parti à sa rencontre lors de son passage sur l'UTMB cette année. Et ils ont pris un petit peu de temps pour mettre en image la pratique de Scott, la pratique nutritionnelle de Scott. Bonjour Scott. Bonjour. Merci d'être venu et je suis vraiment ravie de te rencontrer. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous dire aussi pourquoi tu es venu au trail? I'm Scott Jurek and I'm from Boulder, Colorado, and I've been running ultra marathons for over 20 years. And for me, running the ultra trail races have really allowed me to explore not just my physical limits, but also the mental limits and maybe even going beyond the mind. The ultra, the definition is to go beyond. And for me, it's really about exploring, going beyond my limits. Aujourd'hui, tu es devenu vegan. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste exactement ce régime alimentaire et qu'est-ce qui t'a amené à le devenir? Being a vegan is basically
not eating any animal products. So I don't eat cheese, don't eat eggs, don't eat any type of dairy. And for me, being vegan is a lifestyle in terms of a big choice for me 15 years ago was to follow this diet for health reasons. I was working in a hospital and seeing a lot of chronic disease. I also had a mother who had multiple sclerosis, and it was important for me to change my way of eating. I used to eat a lot of fast food and eat a lot of meat, steak, and pork chops, and so for me, I wanted to better my health. But indirectly, it started benefiting my performance. I started recovering faster from workouts. So one thing had two benefits. Justement, est-ce que tu penses qu'en règle générale, il est très important de surveiller son alimentation I think it's very important to look at what one eats because what we eat is really a measure of our health. And if you eat, poor food and just junk food, it's going to impact maybe not your life in 1 or 2 days or a week or a month, but years and years of doing that makes a big difference. So I think, looking at what you're eating is also looking ahead in life and looking not for the immediate future, but long term. And of course, everybody wants the quick fix now for health. They want to take a pill and get better, but changing your diet is something I think that's very important for long-term health. And it's part of culture and tradition. And I think as modern life changes, people miss that. Par rapport à l'entourage, à la vie sociale, c'est pas trop contraignant finalement de suivre ce régime alimentaire? Yeah, initially it was somewhat of a challenge because, people are like, oh, why are you eating this way? And, why don't you eat, like we're eating? But it's becoming more, I guess, common in the US. People are realizing there are many different diets. And people are always trying to, know the best way to eat. And so I think there's more acceptance of it. It's not as difficult, but there's some planning involved. You have to be prepared for, say, social situations, going out to eat. You have to be, open to cooking your own meals because in some places, when I first started being vegan, it was very hard to find any food when I would go to restaurants. So you must learn how to cook and spend time in the kitchen, which I think is a benefit of the diet because returning to the kitchen and learning how to cook and cooking your own meals, I think is a very powerful way to improve your health. Et alors, quel est ton plat français préféré? When I come to France, the food is so good here. Some people may say, oh, it's very hard to be vegan in France, but there's so many great foods. I love fougasse is one of my favorite breads. Also haricots verts. Also I love the lentils. The French lentils are great. And so I think the traditions in France of having, I guess lots of great spices like herbes de Provence. I love just the blend of food. And so France has such a food culture and very proud food culture. You just have to be more creative. And going out to eat is a little bit more difficult here, but there's just so many great foods. So I love I don't know the name of the green plums, but this is a plum that we don't get in the US very often. So, and the cantaloupe, and of course the wine, and I think it's a great place to come, but I end up cooking more of my own food when I come to France. Scott, un grand merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir témoigné avec nous. Et si tu veux bien, je veux bien une petite dédicace parce que j'ai mon frère qui est vegan comme toi et il est vraiment fan de toi. Donc si tu pouvais lui faire une dédicace, ça serait chouette. Bon François, après ces quelques jours passés ici, je pense que les simples mots que j'aurai à la bouche, c'est une très belle nature, des paysages avec énormément de caractère, et puis te concernant, beaucoup d'humilité et de simplicité. Donc je te remercie énormément.
Et puis ce que je te propose, c'est de redescendre. Allons-y. Allez. La raclette. En tout cas, j'ai passé une bonne nuit. C'était plutôt chouette, assez calme. Pas trop froid.